Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Rideau sur le sommet États-Unis-Afrique qui est ce jeudi à sa troisième et dernière journée. Une journée consacrée à l'insécurité alimentaire et qui est de nouveau rehaussée par une adresse du président Joe Biden. Nous en parlons tout à l'heure avec nos équipes sur le terrain et notre invité. L'OMS espère que le Covid-19 et la variole du singe ne seront plus des urgences de santé publique dans le monde en 2023. Nous en parlons dans notre chronique santé en seconde partie de ce journal. Le Maroc n'ira pas plus loin que les demi-finales, déjà entré dans l'histoire en tant que premier pays africain et arabe à atteindre le dernier carré d'un mondial. Les Lions de l'Atlas ont été stoppés par la France qui affrontera l'Argentine en finale. Les détails tout à l'heure dans notre rubrique spéciale consacrée à la Coupe du Monde. Les États-Unis ne cachent pas leur volonté de renforcer leurs liens avec les pays africains alors qu'ils ont été accusés de les avoir délaissés. Washington se refuse d'ailleurs à parler d'une compétition avec la Chine sur le continent africain et le président américain n'a pas fait ouvertement allusion aux géants asiatiques lors de son intervention hier à l'occasion du sommet États-Unis-Afrique qui se déroule dans la capitale fédérale américaine. Au deuxième jour de ce sommet réunissant une cinquantaine de dirigeants du continent et où ont été annoncés de multiples contrats, Joe Biden a plaidé mercredi pour la création d'un vaste partenariat avec l'Afrique à travers ses assises. L'administration Biden entend dégager environ 55 milliards de dollars pour l'Afrique d'ici 3 ans dans divers domaines. La dernière journée de ce sommet, ce jeudi, est consacrée à l'insécurité alimentaire aggravée par la guerre en Ukraine. Joe Biden devrait s'y exprimer, mais je vous propose déjà un extrait de son allocution. L'Afrique a sa place partout où sont discutés les défis mondiaux et dans toutes les institutions où se déroulent les discussions. C'est pourquoi j'ai annoncé en septembre à l'Assemblée générale des Nations unies que les États-Unis soutenaient pleinement la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU afin d'y inclure une représentation permanente de l'Afrique. Et aujourd'hui, j'appelle également l'Union africaine à rejoindre le G20 en tant que membre permanent. Que cela ait été long à venir, ce vœu se réalisera. Aujourd'hui, il s'agit également de soutenir ou de défendre le fondement des principes de la paix et de la sécurité mondiale consacrés par la Charte des Nations Unies et de l'Union européenne et des documents similaires. Cela montre que si nous relevons les défis qui touchent toutes les nations, les peuples d'Afrique sont des partenaires indispensables pour réaliser des projets qui profitent à tous, pas seulement en Afrique et aux États-Unis, mais dans le monde entier. Allons justement où tout cela se passe du côté du centre des conventions de Washington DC, où se trouve Abdourahmane Dia qui couvre cet événement pour nous. Abdourahmane Dia, bonsoir. Bonsoir John. C'est donc ce soir que prend fin le sommet des dirigeants États-Unis-Afrique. Si la journée d'hier a été bien chargée, qu'est-ce qu'on peut dire de celle d'aujourd'hui et qu'a dit Joe Biden sur l'agenda 2063?
Alors vous avez raison, John. Aujourd'hui, il y a deux grosses rencontres qui se tiennent ici. L'une ce matin, vous avez entendu un extrait du discours du président Biden qui était consacré à l'agenda 2063 de l'Union africaine, et le fait que le président Biden participe à cette rencontre montre bien que les États-Unis veulent avoir ce message qui consiste à dire que les États-Unis vont accompagner l'Afrique pour devenir incontournable dans la gouvernance mondiale, et il a réitéré, comme il avait fait en septembre lors de la 77e Assemblée générale des Nations unies, le soutien de Washington à un siège permanent de l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations unies, mais également un autre siège au G20. Donc le G20 et le Conseil de sécurité, deux instances très importantes de la gouvernance mondiale, et il appelle à ce que l'Afrique soit bel et bien représentée là-bas. Le président revient au Washington Convention Center dans quelques instants pour clôturer les travaux avec une session sur la sécurité alimentaire. Que peut-on attendre de cette dernière session, Abdou? Alors, dans un peu plus d'une heure, ce sera donc la troisième apparition de Joe Biden ici au Convention Center. Et cette fois-ci, il s'agira de sécurité alimentaire. Les États-Unis qui ont déjà annoncé depuis septembre plus de 2 milliards de dollars supplémentaires d'appui au continent sur le plan de la sécurité alimentaire et de la résilience. Donc, certainement, il va réitérer cela. Et depuis 2 jours, on ne parle que de la diaspora et beaucoup d'économies et d'investissements. Certainement que les organisateurs du sommet ont tenu à montrer que pour la clôture, il était important, même si on insiste beaucoup sur l'économie, par exemple, le digital et tout cela, il était important de savoir que les États-Unis sont encore là sur les aspects humanitaires et notamment sur la question de la sécurité alimentaire dans des zones très touchées par l'insécurité, notamment dans le Sahel. Abdourahmane Dia, merci pour toutes ces précisions et pour votre boulot abattu donc là-bas. Pour une analyse de cette actualité, retrouvons via Skype, ici même à Washington, DC, Calvin Dack. Il est analyste politique. Calvin Dack, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous pensez-vous de ce sommet organisé par l'administration Biden, 8 ans après celui organisé en 2014 par Barack Obama? Oui, je crois que Biden et la Maison-Blanche, ça démontre qu'ils ont comme priorité l'Afrique. Et pas seulement maintenant, mais à long terme. Parce que Biden, il sait que peut-être à partir de 2024, c'est peut-être qu'on va avoir un président de l'autre parti qui ne priorise pas vraiment l'Afrique comme il faut. Alors, c'est pour ça qu'il a fait ce sommet pour vraiment promouvoir les liens entre les États-Unis et l'Afrique. Et c'est vraiment, vraiment important depuis 2014 parce qu'il n'y avait pas cet engagement de la Maison-Blanche pendant le mandat de l'ancien président Trump. Alors, je crois que c'est pourquoi Biden a fait ce sommet. C'est une de ses priorités de son premier mandat. Mais de plus en plus de puissances économiques mondiales s'intéressent à l'Afrique, on le sait. On parle beaucoup de la Chine. Est-ce que ce n'est pas plutôt cette concurrence qui pousse les États-Unis à se réveiller en quelque sorte? Oui, bien sûr. Et c'est évident que la Maison-Blanche ne veut pas dire ouvertement que la concurrence avec la Chine et la Russie, c'est un de ses objectifs, mais c'est vraiment un sous-texte de ce sommet, c'est vrai. Et c'est bien pour les États-Unis parce que nous avons nos objectifs stratégiques géopolitiques avec la Chine. Et la Chine a fait un peu de progrès avec les pays africains. Et c'est bien le moment pour les États-Unis de rattraper un peu en Afrique et développer ces liens avec un continent avec beaucoup d'opportunités win-win pour les États-Unis et pour l'Afrique.
Alors, l'Afrique a donc certes besoin d'investissement, mais elle a aussi et surtout besoin d'une place de choix dans le concert des nations, notamment à travers un siège permanent, donc avec droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. Au-delà des déclarations de Joe Biden, on l'a suivi tout à l'heure, que peuvent les États-Unis pour concrétiser ce vœu? Je crois qu'un des deliverables, comme on dit en anglais, le plus important pour ce sommet, c'est cet appel, ce soutien du président Biden pour un siège permanent pour un pays africain au sein du Conseil de sécurité à l'ONU et aussi pour l'adhésion au G20 pour l'Union africaine. Parce que Biden, il comprend que la plus importante, c'est que l'Afrique a une voix influente au niveau international pour vraiment avoir leur perspective dans les enjeux internationaux qui touchent le continent, comme l'invasion russe en Ukraine et le changement climatique. Alors, je crois qu'après le sommet, ça va être vraiment le deliverable le plus fort de ce sommet de Biden. Calvin Back, analyste politique basé ici même à Washington, je vous remercie pour votre disponibilité. Merci. Le sommet États-Unis-Afrique n'est pas que l'affaire des dirigeants. De nombreux acteurs de la société civile ont également fait une descente sur la capitale américaine hier mercredi. Parmi eux, l'opposant Succès Masra. Notre collègue Koi Goainga était sur place. Reportage. Si pour certains, il a juste fallu prendre un bus ou un train, pour d'autres, par contre, des milliers de kilomètres ont été parcourus dans l'espoir de faire entendre leur voix. Ça fait plus de 20 ans. Je m'appelle Oumou Diallo, je suis venue de Louisville, Kentucky. Je suis Eli Kayeme, je suis avocat au barreau de la Tchoko et du Bazuélé. Je m'appelle Alison McManus, je viens de New Hampshire en fait. De nombreux activistes se sont mobilisés devant la Maison-Blanche, le palais présidentiel des États-Unis, pour cette manifestation en faveur de la libération des prisonniers de conscience et contre les dictatures. Parmi les participants, le Tchadien Succès Masra, leader du parti Les Transformateurs. Par-delà l'aspect panafricain de cette manifestation, il met surtout l'accent sur la situation dans son pays, le Tchad. Il veut 2 mandats de 6 ans après la transition, peu importe les résultats des élections, et demande que je souscrive à un plan de succession dynastique, ce que j'ai refusé. Ce que notre peuple refuse. Ça voudrait dire que le choix entre la dynastie et la démocratie est clair. Comme Succès Masra, les participants à cette manifestation espèrent que leur voix sera entendue alors que Washington accueille les dignitaires politiques de la grande majorité des pays membres de l'Union africaine. Et puis la jeunesse africaine qui a également son mot à dire dans le cadre de ce sommet États-Unis-Afrique. Nous poursuivons ce soir notre série avec les avis de 3 jeunes du Kenya, du Zimbabwe et du Nigeria. My message to President Joe Biden. Mon message au président Joe Biden et au gouvernement américain est qu'en Afrique, nous avons vraiment besoin de paix. L'Afrique a été déstabilisée par des guerres ici et là. Nous avons donc vraiment besoin de paix pour que l'Afrique grandisse. Deuxièmement, en Afrique, nous avons été touchés par le changement climatique. Ma plus grande demande au président est donc qu'il prenne en charge les questions du changement climatique. Le message que j'ai pour les États-Unis et le président Biden est qu'ils doivent intervenir dans la situation des droits de l'homme au Zimbabwe. Comme nous pouvons le voir, nous sommes confrontés à la violence politique qui vise principalement l'opposition. Nous sommes confrontés à la fermeture de l'espace civique. En 2023, nous aimerions voir des élections libres, équitables et crédibles. Nous pensons que la communauté internationale peut intervenir pour rendre cela possible. Mon message au président américain, Joe Biden, est tout d'abord de mettre l'Afrique dans son plan le plus élevé, parce que nous savons que l'Afrique se remet encore du traumatisme post-Covid en ce moment. L'Afrique essayait de gagner en stabilité et en couple d'autres choses essentiellement sur le commerce, s'ils peuvent redresser les liens commerciaux pour voir un moyen de stimuler notre économie et aussi dans le domaine de l'agriculture en termes de productivité alimentaire.
autre actualité sur le continent, on n'a pas fini de parler de ces dizaines de personnes qui ont péri dans des inondations à Kinshasa. Le bilan pourrait encore s'alourdir selon le ministère de la Santé qui dit avoir recensé 141 morts, un chiffre qui devrait être vérifié auprès d'autres ministères. D'après l'institution, le gouvernement a décrété 3 jours de deuil national à partir de mercredi. Il prendra également en charge les frais d'obsèques des personnes décédées. Ajoutons que ces inondations provoquées par une pluie torrentielle ont causé d'importants dégâts matériels à Kinshasa, mégapole d'environ 15 millions d'habitants, et submergé jusqu'aux grandes rues de la capitale, selon des témoignages et des images postées sur les réseaux sociaux. Les derniers militaires français déployés en Centrafrique ont quitté Bangui, la capitale, jeudi à la mi-journée, alors que le pays, en proie à une guerre civile depuis 2013, a recours à la milice russe Wagner. L'essentiel des 130 militaires qui composent le contingent en Centrafrique avaient quitté le pays ces dernières semaines, a précisé l'armée française. Ce départ intervient près de 4 mois après la sortie des militaires français du Mali, conséquence du divorce consommé entre Paris et le pouvoir en place à Bamako. Ici, aux États-Unis, la Chambre des représentants a adopté mercredi un texte prévoyant le financement des services fédéraux jusqu'au 23 décembre, repoussant ainsi d'une semaine le spectre d'une paralysie de l'État fédéral, le fameux shutdown, avec 224 voix pour, dont celle des 9 républicains, et 201 voix contre. Le texte se dirige désormais vers le Sénat. Il y a urgence, le Congrès a jusqu'à vendredi soir minuit pour adopter une nouvelle loi des finances, sans quoi tous les financements des services fédéraux seront soudainement coupés, forçant des centaines de milliers d'employés au chômage technique. Le shutdown de l'hiver 2018, le plus long en date, avait notamment affecté le contrôle des bagages dans les aéroports. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC sur VOA Afrique. L'information vous revient dans un instant. Abdurrahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le sommet des dirigeants États-Unis-Afrique. Washington est le lieu de convergence des leaders politiques, économiques et de la société civile africains et américains pour passer au crible les relations entre le continent et l'Amérique. La démocratie, les droits de l'homme, la sécurité et l'investissement, autant de thèmes au menu de ce sommet remis au goût du jour par l'administration Biden après une pause durant les années Trump. Nous ferons l'état des lieux et discuterons avec nos invités de l'avenir des relations États-Unis-Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com, en rediffusion samedi et dimanche. Rendez-vous pris, Abdurrahman Dia. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington, D.C. La loterie de la carte verte, officiellement connue sous le nom de loterie des visas de diversité, est un programme du département d'État américain qui alloue chaque année 55 000 visas de résidence permanente à des personnes originaires des pays ayant un faible taux d'immigration aux États-Unis. Un ordinateur tire au sort les heureux gagnants qui sont alors autorisés à s'installer légalement ici aux États-Unis. Thierry Kaoré a rencontré une famille originaire du Burkina Faso qui s'est installée à New York grâce à ce programme. Son reportage. Chaque année, au début du mois d'octobre, le site du Bureau des affaires consulaires du département d'État américain ne désemplit pas. Ils sont des milliers à y tenter de décrocher le fameux sésame de la carte verte afin de s'installer ici aux États-Unis. Et c'est en 2011 que la chance a souri à M. et Mme Diarra du Burkina Faso alors qu'ils venaient juste de célébrer leurs noces. Quand il a gagné, après le mariage, il devait faire un +1. Bon, comme on était déjà mariés, il était autorisé à ajouter mes dossiers sur ce truc pour que je puisse venir avec lui. Et c'est comme ça, on a fait les dossiers, les documents, tout et tout pour arriver, pour qu'on puisse venir ici. En 2013,
Mariam atterrit à New York et s'installe dans le Bronx, un quartier où l'on retrouve beaucoup d'immigrés africains. Pas de barrière linguistique, elle s'adapte facilement à sa nouvelle vie new-yorkaise. Je me débrouillais déjà un peu en anglais puisque j'ai fait l'anglais à l'université, j'ai eu le Doc 2 en anglais à l'université. Donc quand je suis arrivée ici, Dieu merci, j'avais des Béninoises qui étaient avec moi, qui partaient déjà à l'école et elles m'ont montré CUNY, le site de CUNY, d'aller pour l'application de l'université. Je suis rentrée, j'ai fait l'application, ils ont demandé les dossiers et on a fait venir mon transcript de l'université de Ouaga, tout ça. Et ils m'ont accepté à l'université. Ce qui est bien dedans, c'est que je n'ai pas payé 5 francs. Quelques années plus tard, elle sera rejointe par son époux. Une famille ainsi réunie avec 2 enfants nés sur le sol américain. Une fois que tu as décidé de tes objectifs de vie et que tu sais que ton environnement ne peut pas t'offrir ça, il faut le faire et c'est vraiment le moyen légal pour immigrer, surtout aux États-Unis ici. J'allais dire légalement et comme elle l'a dit, avoir tous les avantages, toutes les opportunités, sauf que tu n'as pas le droit de vote jusqu'à ce que tu obtiennes le passeport. Pour participer à la loterie de la diversité, les candidats n'ont pas besoin d'avoir un contrat de travail ou une offre d'emploi aux États-Unis et il n'est pas obligatoire d'avoir une somme d'argent spécifique. Il faut tout de même finir ses études secondaires ou alors avoir au moins 2 ans d'expérience professionnelle sur les 5 dernières années dans un domaine qui nécessite au moins 2 ans de formation. Comme le programme le prévoit, 5 ans après son arrivée, Mariam Diarra a obtenu la nationalité américaine et son mari est également en phase de devenir citoyen américain. C'est la nouvelle phase d'une vie en changement et le rêve américain qui se réalise pour cette famille. Le rêve américain qui se poursuit également pour Mouhamadou Oumfa qui est là. Comme de tradition tous les jeudis, nous consacrons une partie de ce journal à des sujets de santé et nous accueillons bien sûr Mouhamadou. Bonsoir. Salut John. Alors aujourd'hui nous parlons de la pandémie ou plutôt des pandémies de Covid-19 et de la variole du singe qui pourrait être terminée en 2023 selon l'OMS. Tout à fait, John. L'Organisation mondiale de la santé dit espérer que le Covid-19 et la variole du singe ne seront plus des urgences de santé publique dans le monde en 2023 lorsque les 2 maladies auront terminé leur phase la plus dangereuse. À propos du Covid-19, le directeur général de l'OMS, le docteur Tedros Adhanom, a déclaré que le nombre de décès hebdomadaires représentait désormais environ 1/5 de ce qu'il était il y a 1 an. À titre d'illustration, il a rappelé que la semaine dernière, moins de 10 000 personnes ont perdu la vie du fait du Covid-19. L'épidémie n'est plus ce qu'elle était au début avec des cas donnant lieu aujourd'hui à moins d'hospitalisations et de morts, a confirmé Maria Van Kerkhove qui dirige l'équipe technique de l'OMS sur le Covid. Pour ce qui est de la variole du singe, l'OMS rappelle que si plus de 82 000 cas ont été signalés dans 110 pays, le taux de mortalité reste faible avec 65 morts. Et donc, si cette tendance se poursuit, l'OMS espère déclarer la fin de l'urgence sanitaire l'année prochaine. En tout cas, en janvier, le comité d'urgence de l'OMS discutera des critères permettant, John, de prendre cette décision. Alors, on ne va pas être content très vite parce que l'OMS prévient cependant que ces maladies seront, hélas, j'ai envie de dire malheureusement, toujours parmi nous et il faudra apprendre à vivre avec. Effectivement, John, le Covid-19 ne disparaîtra pas. Il est même possible que des flambées soient enregistrées ça et là de temps en temps. Seulement, il tuera largement moins qu'à ses débuts et surtout, on connaîtra mieux la maladie et on aura suffisamment d'instruments de protection, notamment les vaccins. Sur le point précis concernant les vaccins, l'OMS estime que 30 milliards de doses de vaccins ont été administrées dans le monde, avec toutefois 30% de la population mondiale n'ayant reçu qu'une seule dose. Alors, des lacunes que reconnaît le directeur général de l'OMS qu'on va écouter. Il existe encore d'importantes lacunes en matière de vaccination, notamment dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires,
et le virus continue de se propager et d'évoluer avec le risque permanent de voir apparaître des variants plus dangereux. Voilà, pas de relâchement dans la lutte et surtout la vaccination doit continuer et c'est seulement à ce prix qu'on verra le bout du tunnel. Il ne faut pas non plus oublier les mesures barrières, John, même en ces temps de Coupe du Monde de football où les matchs procurent souvent beaucoup de joie mais aussi de tristesse, ce qui peut avoir un impact sur la santé des supporters, comme on va le voir avec notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko. Il nous plonge dans l'univers souvent mouvementé des fans de football. 8 minutes, c'est le temps additionnel que l'arbitre de touche vient d'indiquer avant de voir tout un continent jubiler pour une qualification historique en demi-finale. Mahmoud, un Marocain vivant au Mali, ne peut plus se tenir en place. Il libère son stress sur le malheureux bidon coincé entre ses mains. Au coup de sifflet final, il admet qu'il était au bord de la crise. Wallah, c'est stress. Mon corps, il est arrêté. Waouh, waouh, c'est incroyable, c'est incroyable. Waouh, waouh, waouh. Mabrouk alayna. Cette journée des quarts de finale a été précédée par une autre, plus palpitante, avec autant de surprises, qui a vu l'élimination du Brésil par la Croatie et l'Argentine, qui a failli se faire renverser par les Pays-Bas de Memphis Depay. Une Coupe du Monde avec tant de surprises. Hier, moi, je dirais que les cardiaques n'avaient pas leur place. Le docteur Modibo Doumbia, un chirurgien thoracique cardiovasculaire, explique le processus de crise chez les supporters, disant qu'il est préférable d'être plus raisonné. Garder quand même l'air calme, quel que soit le score et quels que soient les événements qui se passent, parce que l'explication est très simple. C'est des gens qui ont des cardiopathies qui existent. Et donc, quand il y a un événement malheureux, ils vont faire un stress. Et ce stress-là va dégager des hormones qui, à la longue, vont entraîner la libération de certaines plaques au niveau des vaisseaux. Et ces vaisseaux peuvent aller boucher les réseaux coronaires au niveau du cœur qui est responsable des crises cardiaques. Donc, c'est pour... Voilà, place maintenant au sport et nous ouvrons notre rubrique spéciale consacrée à la Coupe du Monde, mais une rubrique un peu spéciale ce soir. Yacouba, bonsoir. Bonsoir, John. Voilà, donc on parle de la Coupe du Monde des demi-finales. Tout à fait, John. Vous l'avez suivi sans doute hier. Le Maroc n'a pas pu tenir devant la France, championne d'Afrique en titre. Les valeureux Lions de l'Atlas se sont inclinés 2-0 face donc à la France, championne du monde en titre, je le disais. Malgré cette défaite, les joueurs marocains et leur coach Walid Regragui ont gagné le cœur de millions de fans à travers le monde entier, particulièrement en Afrique et dans le monde arabe. De New York à Casablanca, en passant par Rabat, les supporters du Maroc se disent fiers du parcours des Lions de l'Atlas. Gabi Dorsel. Leurs espoirs sont douchés à l'image des trompes d'eau qui se sont abattues mercredi sur le Maroc, mais les Lions de l'Atlas ont gagné le cœur du peuple marocain. À Rabat, capitale imbibée de pluie, on est loin des explosions de joie qui avaient fêté les précédents exploits du 11 national. N'empêche, après la défaite en demi-finale contre la France, les visages fermés, les Marocains restent tout de même fiers de leur équipe, comme ici à Casablanca. Des moments difficiles, certes, mais on reste très fiers, on reste positif, on reste optimiste. Certes, le Maroc, je ne vois pas qu'il a perdu, mais il a gagné. Ambiance beaucoup plus bruyante aux États-Unis. Steinway Street dans le Queens, un quartier de New York, se couvre de rouge. Les supporters du Maroc célèbrent leur parcours inattendu jusqu'en demi-finale. Nous sommes un peu déçus, mais nous sommes vraiment fiers de l'équipe marocaine. Ils ont tellement bien fait et nous sommes toujours en train de les encourager parce qu'ils doivent encore jouer contre la Croatie pour la 3e. Voilà, Yacouba, le Maroc, ça sera une autre fois. La France va en finale. Je reviens demain. Voilà, vous reviendrez demain avec tout cela. On va se dire au revoir le monde aujourd'hui. Fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci de l'avoir suivi. Nous revenons demain.